Attacher ses lacets, découper une forme ou même juste écrire son prénom. Pour certains enfants, ces gestes du quotidien, c'est un vrai défi, une source de frustration, on imagine. Bienvenue dans notre exploration. Aujourd'hui, on va se pencher sur les documents qu'on a reçus concernant la dyspraxie. On l'appelle aussi trouble développemental de la coordination, TDC. Et les chiffres mentionnés sont assez frappants, hein. Environ 5 à 6% des enfants, c'est pas rien pour un trouble dont on parle finalement assez peu. Donc, notre but, c'est un peu de décortiquer tout ça. Qu'est-ce que c'est exactement? Quelles idées fausses circulent? Comment on repère les signes? Et surtout, qu'est-ce qui aide vraiment d'après les retours d'expérience et les études? Bon, alors allons-y. Ce qui ressort tout de suite des documents, c'est que la dyspraxie ou TDC, c'est pas un problème de muscles. Les muscles, ils fonctionnent bien. C'est ça. Le souci, il est ailleurs. C'est dans la planification, la coordination des mouvements. Un peu comme si le cerveau avait du mal à donner les bonnes instructions pour faire le geste correctement. Exactement. C'est vraiment cette dissociation qui est intéressante. Enfin, intéressante et centrale. La capacité physique est là, mais la commande cérébrale, elle a du mal à suivre, à organiser la séquence. Le cerveau, en fait, il peine à rendre les gestes automatiques. Il doit penser à chaque petite étape, là où d'autres le font sans même y réfléchir. Les recherches qu'on a pointent vers un développement, disons, un peu différent de certaines zones du cerveau qui gèrent tout ça. La motricité, l'organisation dans l'espace. Et il faut vraiment insister là-dessus, c'est un message clé dans les témoignages. Ce n'est la faute de personne, ni de l'enfant, bien sûr, ni des parents. Faut vraiment sortir de cette idée de culpabilité. Oui, c'est essentiel ce que vous dites là, parce que justement, les sources montrent bien qu'il y a pas mal de mythes, d'idées reçues qui circulent et qui font mal. Le premier, c'est celui de dire « Oh, c'est juste de la maladresse ». Ah oui, ça, on l'entend souvent. Mais non, la dyspraxie TDC, c'est plus profond qu'une simple gaucherie passagère. C'est vraiment une difficulté neurologique qui persiste. La grosse différence, c'est cette difficulté, voire cette incapacité à automatiser les gestes. Un enfant juste un peu maladroit, il va peut-être renverser son verre une fois, bon, mais il apprend, il ajuste. Pour l'enfant avec un TDC, le même geste simple, comme boutonner sa chemise, ça peut rester compliqué, demander une concentration énorme à chaque fois, même après l'avoir fait 100 fois. D'accord. Et une autre idée qui revient, un peu dans le même esprit, ça va passer en grandissant. Alors, là-dessus, les études sont assez claires. C'est un trouble développemental. Ça veut dire que non, ça ne disparaît pas comme par magie avec l'âge. Mais et ça, c'est vraiment important, ça ressort des approches thérapeutiques décrites. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de progrès possible. Au contraire, avec un bon accompagnement, comme l'ergothérapie, la psychomotricité, qui sont souvent cités, l'enfant peut apprendre des stratégies super efficaces pour compenser. Il apprend à contourner ses difficultés, à utiliser des outils adaptés, à mieux s'organiser. L'objectif, c'est pas de guérir, si on veut, mais de réduire l'impact sur sa vie et de le rendre le plus autonome possible. Et le troisième mythe, sans doute le plus blessant, confondre difficulté motrice et intelligence. Absolument. Et ça, toutes les sources insistent lourdement là-dessus. Il n'y a aucun, mais alors aucun lien entre la dyspraxie TDC et l'intelligence. Ces enfants ont une intelligence normale, parfois même supérieure à la moyenne. Le piège, c'est que l'école, par exemple, demande beaucoup d'écrits, de manipulations fines. Du coup, si on évalue un enfant uniquement sur sa capacité à écrire vite et bien, il risque d'être pénalisé alors qu'il a tout compris. Et ça pose une vraie question, soulevée dans certains textes de réflexion qu'on a lus. Est-ce que nos systèmes d'évaluation sont assez souples? Est-ce qu'on valorise assez le savoir, peu importe comment il est exprimé? C'est une excellente question. Alors plus concrètement, quels sont les signes qui devraient nous alerter d'après les listes et les descriptions qu'on a eues? On a déjà parlé un peu des outils, les ciseaux, les couverts, boutonner un vêtement, les lacets bien sûr, et l'écriture, souvent, c'est décrit comme un vrai calvaire, hein. Lente, irrégulière, ça peut même faire mal à la main, et le résultat n'est pas toujours lisible, malgré les efforts. Tout à fait. Et on peut ajouter aussi les difficultés en motricité globale. Apprendre à faire du vélo, ça peut être très long, très compliqué. Nager de façon coordonnée, attraper un ballon, viser juste, participer aux jeux de sport collectif. Toutes ces activités demandent une coordination que leur cerveau a du mal à gérer. Un autre signe qui revient souvent dans les descriptions, c'est la fatigabilité. Ah oui, ça m'interpelle. Pourquoi un geste qui nous semble simple les épuise autant? Justement parce que rien n'est automatique pour eux. Chaque mouvement demande une réflexion consciente, une concentration énorme pour dire aux muscles quoi faire, comment doser la force, la direction.
C'est un peu comme si, pour marcher, on devait penser consciemment à chaque micro-mouvement de chaque muscle. C'est épuisant mentalement. Et cette fatigue mentale, elle prend de l'énergie qui n'est plus disponible pour autre chose, comme écouter en classe par exemple. On note aussi dans les descriptions cliniques des soucis d'organisation, le sac d'école en désordre, oublier ses affaires, avoir du mal à suivre les étapes d'une consigne. Et il y a aussi la dimension spatiale, c'est ça? Oui, tout à fait. Plusieurs sources en parlent. Des difficultés avec l'espace. Distinguer la gauche de la droite, se repérer sur un plan, même dans la cour de récré. Parfois, ils évaluent mal les distances, c'est pour ça qu'ils peuvent se cogner plus souvent. Il peut aussi y avoir des difficultés à analyser ce qu'ils voient dans l'espace. Recopier un dessin, aligner les chiffres d'une opération, faire un puzzle. Tout est lié en fait. Pour bien faire un geste, le cerveau doit savoir où est le corps et comment il va interagir avec ce qui l'entoure. Tout ça peut paraître un peu abstrait, mais les exemples concrets, même anonymisés, qu'on trouve dans les documents montrent bien l'impact. Il y a cette petite fille, appelons-la Sarah. Elle comprenait tout en classe, super à l'oral, mais impossible pour elle d'écrire proprement et assez vite. Du coup, ses cahiers étaient jugés sales, ses contrôles incomplets. Imaginez la frustration et le sentiment d'injustice. C'est exactement ça. Et cette frustration, ça peut mener à l'évitement. L'autre exemple donné, celui d'un garçon, Pierre, lui c'était le sport. Très maladroit à cause de sa coordination, il tombait tout le temps, les autres se moquaient. Résultat, il a fini par détester l'école, le sport, et il avait une très mauvaise image de lui. Ces exemples montrent bien que ça touche l'enfant partout, dans ses apprentissages, ses émotions, ses relations avec les autres. Alors, face à ça, quelles sont les pistes, les stratégies de soutien au quotidien qui ressortent des guides pratiques et des retours d'expérience? L'idée principale, vraiment, c'est l'adaptation. Adapter l'environnement, les tâches, les attentes à l'enfant, et pas l'inverse. Et ça passe par des choses parfois très simples. Décomposer les tâches complexes. Au lieu de dire « va ranger ta chambre », on peut dire « d'abord mets les livres sur l'étagère ». Puis maintenant, les vêtements sales dans le panier. Des étapes claires, courtes, une à la fois. Utiliser du matériel adapté, c'est aussi une aide énorme souvent mentionnée. Des stylos plus gros ou ergonomiques, des ciseaux qui s'ouvrent tout seuls, des règles avec une poignée, des chaussures à scratch, des vêtements faciles à mettre. Encourager l'ordinateur pour écrire dès que c'est possible, ça peut vraiment libérer l'enfant de cette difficulté avec le stylo et lui permettre de se concentrer sur ce qu'il veut dire. Et puis il y a tout l'aspect motivation. Rendre les choses ludiques. Plutôt que de faire des lignes de boucle ennuyeuses, on peut faire des jeux de tracés, utiliser de la pâte à modeler, enfiler des perles. L'important, c'est de garder le plaisir et de valoriser chaque petit progrès, chaque effort. Insister sur ce qui marche plutôt que sur ce qui est difficile. Et bien sûr, consulter un pro, comme un ergothérapeute ou un psychomotricien, c'est souvent présenté comme essentiel pour avoir un plan d'action personnalisé. Et derrière tout ça, il y a un ingrédient indispensable, j'imagine. La patience et la bienveillance. Comprendre que l'enfant ne le fait pas exprès, qu'il fait vraiment de son mieux, ça doit tout changer. Ah mais complètement. Cette bienveillance, elle est capitale. Surtout à l'école, qui est souvent décrite comme l'endroit où les difficultés ressortent le plus. La pression du temps, l'importance de l'écrit, le bruit, c'est un environnement qui peut être très difficile pour eux. Justement, l'école. Quelles sont les adaptations concrètes suggérées dans les documents pour aider ces élèves? Les enseignants et toute l'équipe pédagogique ont un rôle clé, c'est sûr. Les aménagements possibles sont nombreux et il faut vraiment les adapter à chaque enfant. Mais on retrouve souvent donner plus de temps pour écrire ou pour les contrôles. Parfois, réduire la quantité d'écrits demandés. Accepter des réponses à l'oral ou dicter à un adulte ou taper à l'ordinateur. Donner les cours déjà écrits pour qu'ils n'aient pas à gérer l'écoute et l'écriture en même temps, ce qui est très dur pour eux. Utiliser des repères visuels comme des codes couleurs, des lignes plus espacées. Et c'est important, comme le rappellent les textes sur les aides possibles, de formaliser tout ça via un PAP, un plan d'accompagnement personnalisé, ou si besoin, demander l'aide d'un AESH, un accompagnant d'élèves en situation de handicap. Le but, c'est pas de simplifier ce qu'ils apprennent, attention, mais de contourner la difficulté motrice ou d'organisation pour qu'ils puissent montrer ce qu'ils savent vraiment. Valoriser l'effort et la connaissance, même si la forme n'est pas parfaite, c'est ça le plus important. D'accord. Mais la question qui revient souvent chez les parents, d'après les témoignages, c'est quand qu'il faut s'inquiéter, quand est-ce que la maladresse normale ou la lenteur devient un vrai signal d'alerte?
Le critère numéro 1 qui ressort des avis médicaux, c'est vraiment la persistance des difficultés et leur impact sur la vie de l'enfant. Si les problèmes moteurs pour s'habiller, manger, écrire, jouer, ou les problèmes d'organisation sont là tout le temps, s'il ne s'arrange pas tout seul malgré les encouragements, et surtout, si ça fait souffrir l'enfant, s'il est frustré, s'il évite certaines activités, s'il est anxieux, s'il perd confiance en lui, là, il faut en parler. Si ça l'empêche de participer comme les autres, ou si ça bloque ses apprentissages à l'école de façon nette, c'est qu'il faut aller voir. Et on va voir qui en premier? Le médecin traitant. Oui, le médecin traitant ou le pédiatre, c'est souvent la meilleure porte d'entrée. Il connaît l'enfant, son histoire, il peut faire un premier check-up, voir s'il n'y a pas autre chose, et puis orienter vers les bons spécialistes. Souvent, ça sera un bilan en ergothérapie ou en psychomotricité pour bien évaluer où sont les difficultés et comment aider. Parfois, un avis chez un neuropédiatre peut être utile pour confirmer le diagnostic, surtout s'il y a d'autres troubles associés. L'école aussi. L'enseignant, le médecin scolaire peut jouer un rôle important pour alerter et orienter. Et là, tous les spécialistes sont d'accord sur un point, il faut agir tôt. Plus on commence l'accompagnement tôt, plus l'enfant a des chances de trouver des stratégies qui marchent, de moins sentir le décalage avec les autres, et surtout, de garder confiance en lui. Attendre que ça passe, ça risque surtout de laisser les difficultés s'installer et le sentiment d'échec aussi. Ce qui nous amène à l'impact émotionnel. C'est un aspect qui est peut-être moins visible, mais qui est très fort dans les récits personnels qu'on a pu lire. Oui, c'est fondamental. Vivre avec une dyspraxie TDC au quotidien, ça peut être vraiment lourd pour le moral. L'enfant se compare, il voit bien qu'il n'y arrive pas aussi bien, aussi vite que les copains. Il peut y avoir des moqueries à l'école, ce sentiment d'être différent, d'être nul. Toutes ces expériences négatives qui s'accumulent, ça peut créer beaucoup d'anxiété, un repli sur soi, un refus d'aller à l'école dans les cas extrêmes. Donc, le soutien de la famille, un soutien sans faille, c'est vital. Pouvoir parler des difficultés sans jugement, rassurer l'enfant sur tout ce qu'il sait faire par ailleurs, lui rappeler ses qualités, sa valeur en tant que personne, l'aider à trouver des activités où il se sent bon, où il est valorisé, que ce soit intellectuel, artistique, créatif, c'est essentiel pour équilibrer son estime de soi. Il ne s'agit pas de nier les problèmes, mais de ne pas le réduire à ça. Bon, si on essaye de résumer un peu tout ce qu'on a vu à travers ces différentes sources, la dyspraxie TDC, c'est donc un vrai trouble neurodéveloppemental qui touche la coordination. C'est pas de la mauvaise volonté, pas un manque d'intelligence, pas juste être maladroit. Les difficultés sont réelles, elles peuvent peser lourd, mais, et c'est quand même le message positif qui ressort si on pose un diagnostic assez tôt, si on comprend bien ce qui se passe et si on met en place un accompagnement adapté, avec beaucoup de bienveillance, à la maison comme à l'école, on peut vraiment aider ces enfants. C'est tout à fait ça. Le grand enjeu, c'est de changer notre regard, de ne plus voir la dyspraxie comme un défaut de l'enfant, mais comme une façon différente de fonctionner, neurologiquement parlant. Une différence qui demande qu'on ajuste un peu l'environnement, les méthodes, nos attentes. Avec de la compréhension, de la patience, les bons outils, qu'ils soient humains ou matériels, et beaucoup d'encouragement, ces enfants ont tout ce qu'il faut pour s'épanouir, réussir leur vie, trouver leur voie. Ils vont développer leurs propres trucs, leurs astuces, parfois super ingénieuses pour contourner les obstacles. Et ça nous amène peut-être à une réflexion un peu plus large pour conclure. Notre société, elle valorise quand même énormément la vitesse, l'efficacité motrice, la norme quoi. Que ce soit l'écriture à la main, la performance en sport ou même les gestes de tous les jours. Comment est-ce qu'on pourrait, tous ensemble, rendre nos systèmes, l'école, le travail, la vie sociale, plus souples, plus accueillants pour toute cette diversité neurologique, y compris pour ceux dont la coordination est différente? Comment on passe d'une logique où c'est à l'individu de se plier à la norme, à une vraie inclusion où c'est l'environnement qui s'adapte pour que chacun, avec ses particularités, puisse participer pleinement? C'est une question à méditer, je crois.